Le 23 juin 2018, dans la province de Chiang Rai, au nord de la Thaïlande, 12 garçons âgés de 11 à 16 ans, membres d'une équipe de football locale, appelée les Wilbor, décident de partir explorer une grotte après un entraînement. Avec eux, leur jeune entraîneur de 25 ans, Ekapon. Pour eux, ce n'est pas une première. La grotte de Tham Luang est un lieu d'aventure connu de la région. Ils pensent y passer seulement 1 ou 2 heures, le temps de s'amuser, puis de rentrer avant la nuit. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le mousson s'approche. Alors qu'ils s'avancent dans les galeries, la pluie se met à tomber au-dessus de la montagne. Rapidement, l'eau s'infiltre dans les cavités et les tunnels derrière eux commencent à se remplir. En quelques dizaines de minutes, leur chemin de sortie est submergé. Quand les familles viennent les chercher plus tard dans la soirée, le terrain est déjà inondé. Les vélos des enfants sont retrouvés à l'entrée de la grotte, mais à l'intérieur, plus aucune trace. Les 13 explorateurs sont désormais coincés dans les entrailles de la montagne, avec des passages noyés entre eau et l'air libre. Très vite, l'alerte est donnée. Les secours locaux se rendent sur place, mais ils comprennent immédiatement l'ampleur du problème. Les galeries de Tham Luang s'étendent sur plusieurs kilomètres avec des passages étroits, des siphons et des zones totalement inondées. Les enfants peuvent être n'importe où. Les premières tentatives échouent. Les sauveteurs avancent de quelques centaines de mètres avant d'être bloqués par l'eau boueuse et le courant. La visibilité est nulle, l'eau glaciale. On ne voit plus que quelques centimètres devant soi. La nouvelle se répand très vite dans tout le pays. Les parents se rassemblent devant l'entrée de la grotte, priant jour et nuit. Le gouvernement thaïlandais fait appel à des experts du monde entier. Des plongeurs britanniques spécialisés dans les grottes, des militaires américains, des ingénieurs, des médecins. En quelques jours, le site devient le centre d'une opération internationale. Mais une question reste suspendue. Les enfants sont-ils encore vivants? Et si oui, comment les atteindre? Les jours passent et l'angoisse monte. Les familles n'ont aucune nouvelle. Dans le monde entier, les chaînes d'information montrent les images d'entrée de la grotte, transformées en véritable camp militaire. Après 9 jours de recherche acharnée, 2 plongeurs britanniques, parmi les meilleurs au monde, John Vowlenten et Rick, parviennent à s'aventurer plus profondément que quiconque à ce jour-là. L'eau est trouble, le courant est fort, mais ils progressent. Puis, soudain, après un long boyau noyé, ils émergent dans une poche d'air. Là, dans l'obscurité totale, leurs ampoules relèvent une scène incroyable. Les 12 enfants et leurs entraîneurs sont vivants. Affaiblis, maigres, tremblants de froid, mais ils respirent encore. Le plus jeune, à peine 11 ans, s'accroche à son camarade. Les garçons n'ont ni nourriture, ni lumière, mais ils ont survécu en buvant l'eau qui ruisselait des parois. La vidéo de la découverte fait immédiatement le tour du monde. On entend John dire d'une voix calme « How many of you? Surgeon? Bryant ?» Les enfants sont là, mais le soulagement est de courte durée, car les sauver sera une autre histoire, et peut-être la plus difficile opération de sauvetage jamais tentée. Les experts, réunis sur place, comprennent vite l'ampleur du défi. Les enfants sont plusieurs, à plusieurs kilomètres à l'intérieur de la montagne, derrière des galeries totalement inondées. Pour les atteindre, les plongeurs doivent passer par des boyaux si étroits qu'il faut parfois enlever des bouteilles d'oxygène pour se faufiler. Même les plongeurs les plus expérimentés en ressortent épuisés et terrifiés. Alors comment ramener des enfants qui ne savent même pas nager dans ces conditions? Certains proposent de forer un puits depuis la surface, mais la montagne est trop dure. D'autres veulent attendre la fin de la mousson, mais cela signifierait laisser les enfants coincés des mois entiers sous terre, sans certitude qu'ils survivent. Pendant ce temps, l'eau continue de monter, menaçant de noyer la poche d'air où les enfants survivent. Chaque heure compte. Les sauveteurs savent qu'ils doivent agir au plus vite, mais aucun plan ne semble réaliste. À ce moment-là, le monde entier retient son souffle. Une seule question obsède les familles et les secouristes. Comment sauver 13 vies coincées dans les entrailles de la Terre? Face à l'urgence, une solution finit par émerger. Elle paraît folle, presque suicidaire. Les plongeurs britanniques, épaulés par les Thaïlandais, proposent d'endormir les enfants dans un sédatif pour les faire plonger inconscients. L'idée paraît insensée, les enfants seraient placés dans une combinaison équipée d'un masque étanche, puis tirés à travers les boyaux inondés, inconscients, incapables de paniquer. C'est un médecin australien, Richard Harris, spécialiste de la plongée, qui accepte cette lourde responsabilité. Chaque enfant recevra une injection avant de partir. Le moindre problème, une fuite d'air, un masque déplacé, signifierait la mort. Mais il n'existe aucune autre option. Le plan choque, beaucoup doutent qu'il soit possible de ramener 13 personnes de cette manière.
Mais le temps presse. Les pluies de mousson approchent et pourraient remplir entièrement la grotte. Alors malgré la peur, l'opération est validée. Le 8 juillet 2018, à l'aube, les premiers plongeurs se préparent. L'atmosphère est électrique, lourde de tension. À l'intérieur de la grotte, les garçons sont alignés, calmes mais effrayés. L'entraîneur leur parle doucement, les rassure. L'un après l'autre, ils reçoivent le sédatif. Le premier enfant est équipé, masque, combinaison, bouteille. Puis, les plongeurs entament le trajet interminable. Plusieurs heures à ramper, nager, tirer doucement le corps inconscient de l'enfant à travers des passages inondés et étroits. Chaque minute est une lutte. Les plongeurs savent qu'ils ne portent littéralement la vie du garçon entre leurs mains. À la surface, les familles et les médias du monde entier attendent, suspendus aux nouvelles. Après plusieurs heures, leur radio décrypte, un enfant est sorti. Un cri de joie retentit devant la grotte. L'opération la plus risquée de l'histoire vient de commencer et elle fonctionne. Mais il reste encore 12 vies à sauver. Si vous voulez la suite de cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à aller regarder mes autres vidéos. Je publie une histoire de plongée par jour. Le Blue Hole, situé à Dahab, en Égypte, est un site de plongée mondialement connu, autant pour sa beauté que pour sa réputation de danger. Les plongeurs qui s'y rendent parlent d'un trou béant creusé dans la barrière corallienne avec une couleur d'un bleu profond qui hypnotise. En surface, il ressemble à une simple ouverture dans la mer Rouge. Mais dès que l'on s'approche du bord et que l'on regarde vers le bas, on comprend que c'est un gouffre qui s'enfonce dans les entrailles de la Terre, atteignant plus de 100 mètres de profondeur. Il est à la fois fascinant et terrifiant, comme si la mer elle-même avait voulu créer un piège. Depuis des années, on l'appelle le cimetière des plongeurs, parce que plus de 200 personnes y ont perdu la vie. Et parmi ces victimes, une histoire s'est démarquée, car elle a été filmée du début à la fin, celle de Yuri Lipskiski. Yuri n'avait que 22 ans lorsqu'il est venu en Égypte. Né en Russie, passionné de plongée, il avait déjà de l'expérience. Il était instructeur, il connaissait les bases, il avait de l'expérience. Comme beaucoup de jeunes plongeurs, il voulait repousser les limites, aller là où peu de personnes avaient osé descendre. Il voulait filmer le Blue Hole de l'intérieur, montrer l'arche qui se trouve à 55 mètres et qui mène vers la pleine mer. Mais il voulait aussi descendre encore plus bas, pour capturer des images uniques. Pour cela, il avait fixé une caméra sur son casque afin de garder une trace de son expédition. Ce qu'il ignorait, c'est que cette caméra devenait néanmoins les derniers témoins de sa minute de vie. Le 8 avril 2000, la mer est calme, le ciel dégagé. Rien ne laisse présager la tragédie qui va se produire. Yuri s'équipe de son matériel, combinaison, gilet stabilisateur, bouteille. Mais il fait une erreur capitale. Il ajoute trop de poids à sa ceinture. Peut-être pour descendre plus vite, peut-être par l'habitude, mais ce choix va être fatal. Ses amis le voient s'immerger. Au début, tout semble normal. La caméra enregistre l'eau turquoise, la lumière du soleil qui se faufile à travers les vagues. Mais à mesure qu'il s'enfonce, la luminosité diminue. À 20 mètres, on distingue encore le bleu clair. À 40 mètres, tout devient sombre. Et à partir de là, chaque détail va compter. Ce que montre la caméra est glaçant. Yuri descend trop rapidement. Ses mouvements sont désordonnés, il bat des bras comme pour ralentir. Mais son lestage l'entraîne vers le fond. On entend sa respiration devenir plus forte, plus saccadée. Il tente de gonfler son gilet, mais rien n'y fait. Et puis, un autre danger s'installe. La narcose à l'azote. Les plongeurs appellent ça l'ivresse des profondeurs. C'est comme si le cerveau se noyait dans un brouillard. On perd la notion du temps, on se sent euphorique ou désorienté. Dans le cas de Yuri, la narcose le plonge dans une confusion totale. Son regard est vide, ses gestes imprécis, il ne comprend plus où il est, ni ce qu'il doit faire. Et pourtant, il continue à descendre. À 55 mètres, il atteint l'arche. C'est l'endroit qu'il voulait filmer, mais il ne le traverse pas. Il ne s'arrête pas. Au contraire, il glisse encore plus bas. Son corps ne répond plus correctement. Les secondes passent, son air diminue. À 70 mètres, puis 80 mètres, il agite les bras dans un effort désespéré. On dirait qu'il essaye de remonter, mais il n'y parvient pas. La caméra tremble, son souffle est bruyant, irrégulier. Et puis le sable apparaît soudain. Il est au fond, à plus de 90 mètres. Les images qui suivent sont insoutenables. Yuri est assis dans le sable, son cœur vacille, il essaye de se lever, tombe à nouveau. Ses yeux fixent parfois l'objectif, comme s'il voulait appeler à l'aide. Mais personne n'est là. Ses bulles s'espacent, son souffle devient haletant. Il tente encore de se redresser, mais il retombe lourdement. Ses mains tremblent, et puis,
Au bout de quelques minutes, son corps s'immobilise complètement. La caméra, elle, continue d'enregistrer. On entend encore quelques bulles, puis plus rien. Le silence des abysses. Le lendemain, un plongeur technique du nom de Tarek Omar est envoyé pour récupérer son corps. Tarek connaît parfaitement le Blue Hole. Il sait que c'est un lieu de meurtrier. À plus de 90 mètres, il retrouve Yuri, son cœur est allongé dans le sable, la caméra toujours fixée à son casque. Lorsqu'il ramène le matériel à la surface et que la vidéo est visionnée, c'est un choc. On découvre minute par minute les derniers instants de Yuri. C'est glaçant, car c'est réel. Cette vidéo a depuis circulé sur internet, rappelant à tous la dangerosité de ce site. Pour les plongeurs, l'histoire de Yuri est devenue une leçon. Elle montre que la mer ne pardonne pas, que même les plus passionnés, même les plus expérimentés, peuvent être piégés par une erreur. À Dahab, une plaque commémorative rend hommage aux victimes du Blue Hole, et le nom de Yuri y figure. Son histoire continue d'être racontée, non pas pour effrayer, mais pour rappeler l'importance de la prudence. Descendre toujours plus profond est un rêve pour certains, mais il ne faut jamais oublier que les abysses ne donnent pas une seconde chance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos que je publie sur ma chaîne. J'en publie environ une par jour, ce qui vous fait un bon nombre d'histoires à regarder. La faille